Salut tout le monde, bienvenue à ce tout premier vidéo qui va vous montrer tout ce qu'il vous faut pour savoir comment jouer au jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018 et dont je suis le modeste designer. Donc dans cette série de vidéos-là, si vous faites le tour de la playlist, étant donné que c'est un jeu que j'ai designé et que j'ai joué abondamment, vous allez avoir ce qu'on appelle la totale, c'est-à-dire les règles de jeu, une revue des cartes, puis des conseils de stratégie pour les deux factions. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit pour tout savoir à son sujet. Fait que, bon, c'est spécial, contrairement à la majorité des jeux que j'ai couverts ou que je vais couvrir sur la chaîne. Celui-là, c'est moi qui l'a designé. Donc, ça fait partie de ma petite histoire. Euh, Puis je pourrais faire, s'il y a de l'intérêt, là, je pourrais peut-être faire à un moment donné une espèce de vidéo hors série sur toute l'histoire de ce design-là, ce que j'ai appris moi comme first time game designer quand j'ai travaillé sur Prelude to Rebellion, là. Mais pour l'instant, pour faire une petite histoire courte qui va servir en même temps d'intro au jeu, je venais de finir de jouer une game de 1989 contre un de mes chums. Alors, Pierre-Emmanuel Choquette, si tu es à l'écoute, je te salue. Euh, Puis là, bon, on jasait, puis tu sais, là, on se disait, oh, ça se ferait de designer un jeu, là, tu sais, avec des mécaniques comme ça, puis tout. Bon, on connaît mon amour pour les card-driven games, dont 1989 est un bon exemple, va éventuellement être couvert sur la chaîne, probablement. Puis une des réflexions qu'on se passait, c'est qu'on se disait, ouais, mais tu sais, si on design un jeu là, sur un thème qui est connu, qui a déjà été, sur lequel il y a déjà des jeux qui ont été designés, généralement, il faut se lever de bonne heure pour faire ça parce que euh, souvent, c'est des designers d'expérience qui n'en sont pas à leurs premières armes, qui ont fait des jeux, par exemple, sur des batailles de la Deuxième Guerre mondiale, euh, des sujets là, qui ont été, Dieu sait qu'ils ont été quand même assez tordus, puis assez pressés, là. Fait que là, on s'est dit au Québec, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le seul conflit armé, pour dire, qu'il y a eu au Québec, ça remonte à l'Ouest, ça remonte à 1837, ça s'appelait même pas le Québec à ce moment-là, ça s'appelait le Bas-Canada. Euh, Puis on se fait enseigner ça à l'école au Québec, là, si j'ai des auditeurs de par le monde qui écoutent cette vidéo-là, là, dans nos cours d'histoire ou au secondaire au Québec, là, on se fait enseigner là, que ce qu'on appelle les patriotes au Bas-Canada en 1837 se sont soulevés contre l'armée britannique parce qu'ils étaient tannés de la situation actuelle dans la colonie. Et puis ils se sont fait euh, torcher, passez-moi l'expression, comme on dit en bon québécois. Ils se sont fait maganer, se sont fait maltraiter. Disons que ça, ils n'ont pas veillé tard. Ça a pas duré très longtemps. Alors au début, moi j'ai regardé, j'ai commencé à lire là, des livres d'histoire un peu plus poussés que les petits cahiers que j'ai encore chez mes parents, que j'avais au secondaire, euh, pour me rendre compte que peu importe comment je virais la situation, là, il n'y a à peu près aucun scénario où les patriotes auraient pu avoir le dessus militairement par rapport à l'armée britannique. Là, il y avait bien trop grande différence à tous les niveaux, là, armement, entraînement, discipline, organisation. Puis en ouais donc, là. Les Patriotes ont gagné, ils ont gagné une bataille, tu sais, mais je compare ça un peu, tu sais, même une espèce d'armoire à glace de 6 pieds 6, 250 livres. euh, ben, si jamais vous passez à côté, vous allez probablement être capable d'y donner un premier coup de poing. Tu sais, probablement que vous allez être capable de le prendre par surprise puis d'y donner un coup de poing. C'est un peu ce que les Patriotes ont fait. Ben, quand la dite armoire à glace va revenir à elle, euh, encore là, vous n'allez pas faire long feu, probablement que vous allez manger toute une volée. Puis c'est ça qui est arrivé là, dès que l'armée britannique a vu que les Patriotes étaient vraiment tannés et avaient décidé de prendre les armes. Disons que la réponse fut brutale et sanglante. Fait que, mais en lisant les livres d'histoire, j'ai vu que dans le fond, puis ça, on se le fait pas beaucoup montrer à l'école, c'est un peu obscur, mais j'ai vu dans le fond que dans les années qui ont précédé, euh,
la rébellion comme telle de 1837. On peut pas dire que les patriotes n'ont pas essayé. Les patriotes ont vraiment essayé pacifiquement de faire changer les choses. Et ça n'a pas marché. Et à un moment donné, échec par-dessus échec, là, quand on essaie les voies pacifiques et que ça fonctionne pas, ben c'est là où à un moment donné, on finit par pogner les nerfs. Et c'est là où certaines, peut-être, têtes fortes ou têtes brûlées, comme on dit, ont commencé là, à perdre patience et pas juste à perdre patience, à perdre les pédales aussi et à amener le mouvement dans une voie un peu plus violente, là. Mais dès 1834, qui est l'année de début du jeu, là, on peut dire que, il y a eu des tentatives vraiment sérieuses de faire changer les choses dans la colonie, là. Fait qu'en gros, là, c'est un jeu à deux. C'est un jeu, c'est un card-driven game, c'est un jeu qui est long, c'est un jeu qui est pas complexe nécessairement, là, ça dépend là, de votre expérience, là, mais dans le spectre des wargames puis des jeux historiques, là, c'est bas en termes de complexité. Par contre, c'est certain que si on compare à des jeux comme, bon, je vais à l'extrême là, avec Monopoly puis les colons de Catane, là, mais c'est certain que c'est une coche au-dessus, là. Alors, tout ça pour dire que le jeu oppose justement ce que j'appelle les patriotes, là. C'est vraiment comme ça qu'on les a appelés là, dans l'histoire. C'est le nom qu'ils se sont eux-mêmes donné, mené par l'illustre Louis-Joseph Papineau, euh, qui vont commencer là, dès 1834 à essayer de faire changer les choses. La colonie du Bas-Canada n'est pas différente des autres colonies qu'il y avait dans le monde à cette époque-là, là, tu sais. Euh, une colonie qui est sous le joug de l'Empire britannique à ce moment-là, qui a à peu près aucun pouvoir. Il y a quand même un parlement, il y a quand même des élections, il y a des députés qui sont élus, un peu comme aujourd'hui. Mais ces députés-là ont à peu près aucun pouvoir. Tu sais, c'est un peu un front, comme on dit là, des fois en bon québécois. Là, c'est un peu de la poudre aux yeux, là. Les députés sont là, là, mais bon, il y a un gouverneur dans la colonie, il y a un conseil législatif, il y a un conseil exécutif, là. Si vous habitez au Québec, je vous conseille de retourner dans vos petits cahiers d'histoire encore pour vous rafraîchir la mémoire aux besoins, là. Euh, Puis les députés sont tannés de ça. Il y a évidemment une grande majorité d'habitants francophones qui ont à peu près aucun droit, alors qu'il y a une minorité de riches marchands anglophones. C'est facile de voir ce conflit-là comme étant français contre anglais, là. C'est un peu plus complexe que ça, là. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler l'autre faction la faction loyale, dans le sens où c'est tous des gens qui étaient loyaux envers le régime actuel de la colonie. Et c'est des gens qui avaient tout à gagner du statu quo, qui étaient bien contents de la situation actuelle, là, puis qui ne voulaient pas que ça change. Fait qu'on peut le voir que d'un côté, on a un peu les révolutionnaires, les patriotes, qui veulent amener des changements à la façon de fonctionner de la colonie. Puis de l'autre, là, les loyaux, là, c'est un peu une coalition, là, un peu un genre de courte pointe de toutes sortes là, de parties prenantes, si on veut, là, qui gagnent à ce que les choses restent comme elles sont. Fait que voilà, une fois que j'ai pris la curve vraiment de dire, tu sais, entre guillemets, là, fuck le jeu de guerre, on va faire un jeu plus là, d'influence, là, on va plus démontrer là, les efforts qui ont été faits avant la rébellion pour essayer justement de faire changer les choses, là, parce que cette lutte-là d'idées a été beaucoup plus tight que l'ont été les combats militaires. Fait que ça aurait pu vraiment, là, pour vrai, tourner d'un bord ou de l'autre. Les patriotes étaient proches, là, proches d'avoir l'oreille là, de l'Empire britannique là, pour faire changer les choses dans la colonie. Malheureusement, la rébellion a mis un terme à tout ça assez vite. Puis, et certains disent que, moyennant une couple de mois de plus où les patriotes se seraient retenus, là, peut-être qu'ils auraient pu faire changer les choses là, de manière significative. Alright, ceci pour je vous épargne le chemin de croix du design, là. Comme je dis, s'il y a de l'intérêt, je ferai une espèce de vidéo hors série pour ça. Mais là, on va se concentrer sur le jeu. D'abord, le module Vassal, c'est une autre belle histoire Walt Disney, là, conte de fées, là. Évidemment, c'est mon jeu, pas pire dans Vassal. J'avais fait un module correct, là. Euh, un brin paresseux, mais fonctionnel.
que j'avais publié officiellement sur le site de Vassal. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me contacte, euh, Alex Moore. Je te salue, même si tu parles probablement pas français, puis tu n'écouteras jamais cette vidéo-là. Quelqu'un qui me contacte pour jouer une game de Prelude to Rebellion en play by email. Tu sais. Puis là, il me dit: Ah, j'ai fait un module Vassal, tu sais, j'espère que tu le prends pas mal. Je dis: Ben non, c'est correct. Tu sais, les Vassal, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est un peu un univers communautaire dans le sens où moi je pourrais faire un module, puis quelqu'un l'améliore, tu sais, puis on gagne tous à utiliser un module qui est plus complet et performant. Il m'a envoyé son module. Holy shit! Holy shit! Je suis tombé en bas de ma chaise et ça demeure à ce jour un des modules les plus complets, les plus automatisés que j'ai vus. Alors, je suis vraiment, on le dit en anglais, humbled, là. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous montre ce module Vassal-là, qui est à peu près aussi complet et détaillé que des jeux qui se sont vendus à des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est quasiment gênant, sérieusement, d'utiliser euh, le module Vassal. Le temps que ça a dû lui prendre, c'est épouvantable. C'est vraiment, comme on dit, un labor of love. Euh, il a tout donné dans ce module-là. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il avait beaucoup joué au jeu parce que ça demeure encore là à ce jour, probablement la personne là, qui m'a le plus chauffé les fesses à mon propre jeu. Là. Fait que faut dire que quand on est designer, puis si j'ai un petit conseil peut-être que je peux glisser aux Wadabi designers out there qui sont en train d'écouter mon vidéo, là, peu importe ce que les gens disent, là, euh, designer un jeu auquel vous aimez jouer. C'est super important parce que la personne probablement sur la planète qui va jouer le plus à votre jeu, c'est vous-même. Fait que c'est le fun de dire ah tel type de jeu ça m'écœure mais je pense que ça va pogner. Vous n'aurez jamais la motivation de jouer des games là, tu sais, puis de tester, retester, retester. Fait que moi vraiment là je me suis payé la traite. J'ai designé un jeu. Vous allez peut-être me trouver là, justement chauvin. Euh, de dire, ah, on sait bien, il dit que cette mécanique-là est bonne, il dit que cette mécanique-là est bonne, il dit que cette mécanique-là est intéressante. Ben, si je trouvais pas ça intéressant, je le changeais. Et encore à ce jour, j'ai toujours une game de play by email ongoing de mon propre jeu. euh, Parce que je l'adore, je l'ai designé comme moi j'aime les jeux tendus, card-driven game, flavorful, historique, un thème profond, un lien fort entre les mécaniques et le thème, à peu près toutes les coches que je peux cocher euh, dans mon amour d'un design, là, je l'ai mis dans mon jeu. Alors voilà, hats off à Alex Moore pour avoir fait le module Vassal. Là. Vous allez vous en rendre compte, là, mais tu sais, par exemple, là, si d'habitude, si je voulais ajouter, par exemple, des cubes à Saint-Hyacinthe, ben, normalement, là, dans la plupart des modules vassals, il faut ouvrir une petite fenêtre, il faut prendre un cube, il faut le draguer, puis il faut venir le mettre là. Puis là, si vous êtes toqué un petit peu comme moi, là, les cubes sont tout le temps un petit peu tout croche. Euh, mais pas là-dedans. Là. Là-dedans, c'est right-click, les options sont toutes là, fait qu'on veut augmenter la mobilisation patriote, qui est l'équivalent de mettre un cube vert. Le cube vient se placer exactement à la bonne place. Là. Si vous avez le moindrement d'expérience à designer des modules vassals, c'est épouvantable l'effort que ça prend pour faire ça. Puis on a tout le logging qui vient avec ici. Là. Fait que ça me dit automatiquement, là, la mobilisation de Patriote de Saint-Hyacinthe vient d'augmenter à 3, vient d'augmenter à 4. Son module est tellement bien fait que littéralement, quand on échange un log avec notre adversaire, plus souvent qu'autrement, on n'écrit rien. Tout est dit, tout ce qu'on fait est logué de façon claire dans la fenêtre ici. Là. Fait que même chose, quand on replay un log, on fait rien que faire play, là, puis c'est le module qui nous parle, c'est pas notre adversaire. Fait que souvent dans Vassal, on va faire des choses, puis là, on va comme, pour que ce soit clair pour notre adversaire, on va taper du stock dans la fenêtre qui est ici. Là. On va taper des affaires dans la fenêtre qui est ici, là. Mais dans le module d'Alex, on n'a pas besoin de faire ça parce que tout est logué, puis tout est logué de façon claire. Fait que vraiment, j'ai un personnage mystérieux. J'ai joué avec lui.
sais pas, c'est un Américain, je sais pas, je sais pas, il est tombé sur ce jeu-là, puis il est tombé en amour avec, c'est toujours un peu flatteur, tu sais, quand c'est notre design. Anyway, alors, bon, sans plus tarder, on va faire le tour d'horizon du board dans ce vidéo-là, puis après ça, je vais vous parler du setup, puis on va s'en tenir à ça là, pour commencer. Fait que le board nous montre le Bas-Canada en 1834. Ce n'est pas tout le Bas-Canada, là. Il y avait d'autres régions là, qui étaient colonisées, là, mais il a fallu m'amener que je fasse un choix, là, puis que je décide de mettre le focus là, à l'endroit où le plus de choses se sont passées. Là. Je vais juste. Oups. Je vais juste remettre ça comme c'était. Decrease Patriot. Decrease Patriot. OK. Fait qu'il a fallu que je fasse un choix, puis il a fallu que je focus là, juste sur certains comtés. Fait que, parlant de comtés, vous voyez, il y a 24 comtés ruraux sur le board, donc des rural counties, des comtés ruraux. Dans ce jeu-là, je vais peut-être plus utiliser les termes français, parce qu'à l'origine, là, c'est une autre affaire, je me fais souvent demander, ah, comment ça, t'as fait un jeu, c'est Patriote, puis sur le Bas-Canada, puis tu l'as fait en anglais, what the fuck? Ça serait probablement suffisant pour que Louis-Joseph Papineau lui-même se revire dans sa tombe et me renie. Mais c'est pas parce que j'ai pas essayé. Il était tout en français au début et je l'ai tout traduit. J'ai pas trouvé d'intérêt auprès d'aucun éditeur francophone au Québec. C'est pas le style de jeu des maisons d'édition québécoises. En France, déjà là, je m'éloignais un petit peu du thème. Tu sais, le Bas-Canada, c'est cher pour nous autres, peut-être comme Québécois, là. En France, ça demeure déjà un peu plus marginal. Alors, j'ai dû approcher des éditeurs américains, puis quand j'ai eu un oui, ben, j'ai tout traduit. Fait que, mais j'ai encore en termes en tête, c'est-à-dire les termes que j'ai utilisés dans la version francophone du design. Fait que bref, 24 comtés ruraux qui sont des vrais comtés électoraux qui existaient à l'époque. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais eu le flash dans un des livres d'histoire. J'avais vu une map semblable à ça, euh, divisée en comtés électoraux. Puis chaque comté, ça montrait là, le nombre de pétitions, le nombre de réunions, autant patriotes que du camp patriote que du camp loyal. Alors, j'étais même capable de voir dans quel comté ça l'avait brassé plus, puis dans quel comté il y avait eu une mobilisation plus forte patriote par rapport à loyal. C'est vraiment ça qui a sparké l'idée. Donc, on a 24 comtés ruraux sur la map et on a ce qu'on appelle deux comtés urbains, des urban counties, qui sont Montréal et Québec. Vous n'êtes pas trop dépaysés si vous restez au Québec aujourd'hui, quoique les comtés électoraux ont changé de nom un peu euh, par rapport, à- par rapport à aujourd'hui, évidemment. Alors, si on pousse un peu là-dessus, là, donc chaque comté, que ce soit qu'il soit rural ou urbain, a un certain nombre de ce qu'on appelle des mobilization boxes, donc des cases de mobilisation ou des boîtes de mobilisation patriotes et loyales. Donc vert égale patriote, rouge égale loyal, ou si vous êtes daltonien, parce que je sais que rouge et vert, probablement les pires couleurs pour les daltoniens, à gauche c'est toujours la traque patriote, puis à droite c'est toujours la traque loyale. Donc, chaque comté peut contenir un certain nombre de cubes patriotes, un certain nombre de cubes loyaux. Et on appelle dans un comté le nombre de cubes d'une faction sa mobilization value, sa valeur de mobilisation. Alors, par exemple, au début de la game, on peut dire, vous pourriez voir ça sur une carte, par exemple, ou dans des mécaniques, là, que la mobilization value patriote à Saint-Hyacinthe en ce moment est 2. Et la mobilization value loyale présentement à Saint-Hyacinthe, c'est 0. OK? Mobilization Value Patriote à Montréal, c'est 3. Mobilization Value Loyal à Montréal, c'est 2. OK? Je- Là, je le sais, puis là, ça demeure un sujet de débat aujourd'hui. Tu sais, je vais tout de suite le dire, là, ce que j'ai déjà entendu. Ah, regarde ce board-là, puis ça a l'air d'un fichier Excel. Tu sais, fait que c'est des tracks, c'est un paquet de tracks. Là, pourquoi pas avoir fait comme les gens le connaissent, comme dans Twilight Struggle, où est-ce que cette valeur-là est carrément juste un counter avec un chiffre dessus. Puis quand on change la valeur, ben on change le counter. Fait que si on passe de 3 à 4,
On cherche un counter de 4 puis on vient remplacer le counter de 3. J'ai décidé d'utiliser des cubes. Euh, je trouve que via les events, c'est beaucoup plus, tu sais, on dit, bon, ajouter 2 cubes à Saint-Hyacinthe, ajouter 2 cubes à Montréal, ajouter un cube à Missisquoi. Euh, Bref, j'ai commencé comme ça. Il y a des avantages pour moi au niveau du jeu. Ces markers-là, si vous avez déjà joué à Twilight Struggle en vrai, bon, là, on regroupe ces markers-là au début. Là, on met tous les markers de 1, les markers de 2, les markers de 3, puis on fouille, puis on remplace les trucs. Là, vraiment, quand il y a un événement qui dit vous ajoutez 6 cubes dans les comtés ruraux, là, souvent les joueurs vont se prendre 6 cubes dans leurs mains puis vont venir les distribuer. Là. Je suis conscient qu'au niveau look, ça fait beaucoup de track à regarder en même temps, là, mais ergonomiquement, puis au niveau de la façon qu'on écrit les événements, il y a quand même un avantage à ça. OK. Maintenant, chaque comté rural a ce qu'on appelle un biais ou un bias en anglais, là. Il est biaisé en faveur d'une faction ou d'une autre. Alors, les comtés ruraux sont systématiquement biaisés en faveur d'une faction ou d'une autre. Alors, il y a pas moins de 4 façons, j'ai pas pris de chance, pas moins de 4 façons de savoir de quel côté un comté rural est biaisé. D'abord, la première, c'est que euh, le- le- la faction là, qui est favorisée par le comté là, peut se rendre jusqu'à 9 cubes à l'intérieur du comté, alors que l'autre faction va venir topper à 7 cubes. Donc toujours 9 cubes maximum pour la faction qui est avantagée par le comté, puis 7 cubes pour son adversaire. L'autre façon, la faction qui est biaisée, va avoir son petit drapeau dans ce qu'on appelle là, le placeholder d'organisation qui est en dessous du comté, là, puis qui est au-dessus du nom du comté. Là. Fait que si on a le drapeau, un filigrane comme du drapeau patriote, dans la boîte patriote de Deux-Montagnes pour montrer que Deux-Montagnes a un bias favorable euh, aux patriotes. Graphiquement, vous avez peut-être remarqué, les comtés qui sont pâles, les comtés dont le background est pâle, il n'y a pas de concept d'adjacence dans ce jeu-là. Là. Fait que vraiment, les comtés sont. On les a mis là, à l'endroit où ils sont. Là. Mais il n'y a pas de principe. C'est pas important de savoir, par exemple, que Rouville touche à Saint-Hyacinthe au niveau des mécaniques du jeu. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport pantoute. Mais un autre aide visuel, c'est que si le background du comté est pâle, il y a un biais patriote. S'il est plus foncé, il y a un biais loyal. Fait qu'on voit ici Stansted, malgré son nom, malgré sa situation géographique, si on veut, là, les, les- les colons britanniques s'installaient typiquement plus là, dans ce qu'on appelait les Eastern Townships, là, qui sont devenus des cantons de l'Est. Là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms anglophones de villages quand on va dans cette région-là. Bref, euh, fiez-vous pas aux apparences. Là, tu sais, par exemple, Beauharnois ici a un billet loyal, puis Stansted a un billet patriote. La dernière façon est un petit peu plus subtile, là, mais quand une faction euh, quand un comté est biaisé en faveur de votre faction, vous n'avez jamais de plus 2 ici vis-à-vis, puis on va tout voir ça dans le détail dans une autre vidéo, faites-vous-en pas, là, mais vous n'avez jamais de plus 2 ici. Là. C'est toujours plus facile, autrement dit, pour vous de mobiliser un comté qui est favorable à votre faction. Les gens sont plus disposés à vous écouter et à vous suivre, alors que c'est beaucoup plus d'ouvrages, par exemple, pour le patriote d'aller faire de la mobilisation à Sherbrooke, où il y a une population qui penche typiquement plus du côté loyal. Donc, ces billets-là ne sont que pour les comtés ruraux. Alors, les comtés urbains n'ont pas de billets pour une faction ou une autre. En termes de gameplay, là. Fait que c'est-à-dire que si vous avez encore là un événement qui vous dit bon, le loyal peut ajouter 4 cubes dans des comtés avec un billet loyal, ben, il va pouvoir les ajouter dans des comtés ruraux qui sont biased envers sa faction. Il ne pourra jamais ajouter ces cubes-là dans les comtés urbains qui n'ont pas de bias envers une faction ou une autre. Même si, comme vous allez vous en rendre compte, Québec, par exemple,
est un comté urbain très, très favorable au loyal. OK? Fait que le loyal a beaucoup plus d'événements qui vont l'avantager. À Québec, là, c'est un bastion loyal, si on veut. C'est très difficile pour le patriote de faire quelque chose euh, à Québec, là, parce que c'est là que évidemment, là, c'était un port très important. Là, les colons britanniques débarquaient là, commençaient par travailler au port ou dans tu sais, les grosses scieries qui existaient là, proches. Là. Fait que Québec était très anglophone à ce moment-là. Là. Fait que, ferme la parenthèse, mais difficile pour moi de rester focus puis de pas vous donner des tidbits d'histoire comme ça. Ben bref, si vous êtes un habitué de la chaîne, ça devrait pas vous surprendre. Anyway, tout ça pour dire que les comtés urbains n'ont pas de bias au niveau du gameplay, seulement les comtés ruraux. Vous allez remarquer, si vous avez bon œil aussi, peut-être même que vous les avez comptés pendant que je m'émérais et que je parlais, euh, les comtés ruraux, de manière générale, favorisent beaucoup plus le patriote. Alors concrètement, sur 24 comtés ruraux, il y en a 17 qui ont un bias patriote et seulement 7 qui ont un bias loyal. Fait que naturellement, on va le voir que ça va être reflété au niveau de d'autres mécaniques. Là. Le patriote a vraiment un avantage certain de mobilisation dans les comtés ruraux qui ont une population plus euh, qui font plus là, je sais pas, des fermiers, là, puis d'une population plus francophone, modeste, là, les fameux, les, les, les fameux Canadiens là, qui restent là, puis qui, euh, qui cherchent là, justement, qui ont l'oreille attentive un peu plus là, aux récriminations des patriotes. Ensuite, si on poursuit notre tournée, on a une petite boîte ici qui s'appelle le War Readiness, les préparatifs de guerre, si on veut, là. Donc, c'est à quel point là, il y a des marqueurs avec une certaine valeur qui vont se retrouver dans cette boîte-là. Et on va y revenir, mais ces marqueurs-là vont être convertis en points de victoire si jamais la game se termine par un soulèvement armé, comme c'est arrivé historiquement. Alors, le loyal commence avec un 4 VP potentiel dans cette boîte-là, qui représente là, son armée sur place. Euh, la boîte va avoir tendance à accueillir quand même plus de VP loyaux que patriotes, pour toutes les raisons que j'ai parlé en début de vidéo, là. Mais au début de la game, il y a un 4 VP qui est là. Puis je répète, ces 4 VP-là ne seront donnés que si la game se finit par un soulèvement armé. Et parlant de soulèvement armé, tout ça est traqué via une track justement qui est ici, puis qu'on appelle le Rebellious Spirit. Donc, ça représente en bon québécois là, à quel point les patriotes commencent à être en crise, puis à en avoir là, rôle pompon bon, de l'Empire britannique, là, puis de l'administration de la colonie. Alors, la traque commence vraiment à zéro, les choses sont calmes, les choses sont pacifiques, les patriotes ont encore l'espoir de faire bouger les affaires euh, sans avoir à recourir à la violence. Mais au fur et à mesure que la game va avancer, ce marker-là va pas mal exclusivement monter. Alors, à mesure là, que les patriotes perdent patience et qu'il y a des leaders patriotes qui commencent à dire là, ça va faire là, la parlotte, là. On va, c'est le temps de prendre les guns, puis c'est le temps de leur faire entendre raison par la force. Donc, ça va souvent monter au fil de la game. Et si jamais ce marker-là se rend à 15, c'est une des conditions de fin de game. C'est ce qui trigue le soulèvement. Donc, si ce marker-là arrive à 15, là, même si on n'est pas rendu là à la fin des 7 tours de jeu, là, la game se finit. Puis on va le voir là, dans une autre vidéo, là, mais on passe à travers une séquence d'événements. Et c'est là qu'on attribuerait les points qui se trouvent dans la boîte de War Readiness. On poursuit, on a la track des points de victoire ici. Fait que si vous avez déjà joué à des jeux comme Twilight Struggle 1989, euh, Europe in Turmoil, c'est devenu quasiment un classique, là, cette fameuse track-là, là, une track de points de victoire que j'appelle l'accordéon, là, qui va se promener comme ça. Là.
Fait que c'est-à-dire qu'on a un côté patriote, on a un côté loyal. Fait que si le patriote gagne 2 points de victoire, bon, on va venir mettre le marqueur ici à 2 en sa faveur. Plus tard, si le loyal gagne 4 points de victoire, ben vraiment, c'est comme si on bougeait le marqueur ici. 1, 2, 3, 4. Alors, on va venir mettre le marqueur ici. Alors, c'est pas un jeu, là, pour ceux qui sont moins habitués, c'est pas un jeu où chaque joueur accumule ses points de victoire. C'est le marqueur de points de victoire se promène d'un côté ou de l'autre en fonction de qui score des points de victoire. Fait que même si le Loyal a 10 points de victoire, puis le Patriote score 3 points de victoire, bon, on va ramener le marqueur à ce moment-là à 7 du côté Loyal. Et c'est la deuxième condition de fin de game. Si jamais le marqueur de point de victoire à la fin d'une action round ou à la fin d'un tour, si jamais ce marqueur-là de point de victoire est à 20 d'un côté, c'est c'est un peu ce qu'on appelle dans certains jeux là, le mercy rule, là, le règlement de pitié. Là. Mais on met fin aux souffrances officiellement de l'autre joueur, là, puis on dit OK, gars, là, 20 points de victoire, c'est suffisant, la victoire automatique pour le side qui a ça. Rendu là, de toute façon, c'est assez rare que l'adversaire a une chance de ramener. Là, fait que plutôt que de le forcer à dire, comme on dit en bon québécois, pardon mon oncle, euh, on met fin à on abrège ses souffrances et on arrête la game si un des deux joueurs a 20 points de victoire. Ici, on a ce qu'on appelle les scoring tracks. Euh, je m'en cache pas, là, c'est la mécanique dont je suis le plus fier. C'est en tout cas, j'ai déjà hâte de vous l'expliquer là, pour que vous voyez de quoi il retourne. Mais bon, pour l'instant, là, disons que c'est la principale source de points de victoire des joueurs, la principale source de tension des joueurs. Puis on va voir dans le détail comment ça fonctionne. Là. Il y a 4 scoring tracks dans le jeu là, qui vont être des enjeux là, pour lesquels les joueurs vont se battre, puis vont essayer là, de bouger le marker de leur côté pour faire des points de victoire au timing où la track va scorer. On va voir ça tout en détail dans une autre vidéo, faites-vous-en pas. Là, c'est plus, on se réchauffe, on check le board. OK. Vous avez une track de tours ici. Fait que Prelude to Rebellion peut durer un maximum de 7 tours. Chacun des tours a un nom. Fait qu'il est écrit en dessous, là, Early 1834, Late 1834. Ensuite, en 35-36, c'est un peu plus mollo. Là, fait que vous avez un tour qui s'appelle 1835 carrément, un tour qui s'appelle 1836. Puis en 1837, là, étant donné que là, ça commençait à brasser pas mal, j'ai fait 3 tours en 1837, early 1837, l'automne 1837 et l'hiver 1837 où il y a eu historiquement le soulèvement. Alors, si jamais il n'y a pas de vainqueur, si jamais on se rend au bout des 7 tours et il n'y a pas de vainqueur, ben encore là, il y a une séquence à suivre là, avec les scoring tracks puis tout ça. Et il va y avoir un vainqueur no matter what. Donc, votre game va durer un maximum de 7 tours, moins que ça si jamais il y a un joueur qui atteint 20 points de victoire, et moins que ça si jamais à un moment donné le Rebellious Spirit pète à 15. Chaque tour va compter 8 action rounds, donc on appelle ça des action rounds ici, où essentiellement là, pendant une action round, le Patriote va jouer une carte, le Loyal va jouer une carte. Donc on joue une carte en alternance comme c'est typique dans un card-driven game. Fait que si on arrive par exemple à l'action round 1, bon ben le Patriote pourrait jouer une carte, ensuite le Loyal va jouer une carte, après ça on va avancer le marker ici. L'action round 2, le Patriote va jouer une carte, le Loyal va jouer une carte, puis ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rende à la 8e action round. Après ça, on va faire les activités de fin de tour, puis après ça, on va passer au tour suivant. On va voir là, les petites particularités qu'il y a sur la turn track à mesure que ça va être pertinent. Là. Pour l'instant, je vais aussi attirer votre attention que chaque tour est associé à un deck de cartes, un paquet de cartes particulier. Fait en 1834, on utilise le deck de 1834. Ensuite, il y a un deck pour les 2 tours, le 1835-36, puis il y a un deck un petit peu plus gros qui couvre 1837. À ça va s'ajouter un deck qu'on appelle le deck générique. Puis on va le voir là, on va le voir dans un autre vidéo, là, mais les mains de cartes des joueurs vont être constituées de quelques cartes
du deck associé au tour et de quelques cartes du deck générique. Alors encore là, ça fait des mains de cartes très intéressantes, très variées d'une game à l'autre. Des événements plus à saveur 1834 quand on est dans ces années-là. Puis le deck générique nous amène des événements qui sont un petit peu plus, comme son nom l'indique, génériques. Euh, et le deck générique, c'est un gros deck, 52 cartes. Puis chaque joueur va avoir comme juste 3 cartes du deck générique dans sa main au début d'un tour. Fait que c'est ce deck-là qui amène beaucoup de variété et de replayability. Quoique le deck de 1834 est quand même assez gros pour couvrir les deux tours, alors on ne sait jamais nécessairement dans quel ordre les cartes vont sortir, ce qui est toujours très intéressant. Presque fini notre tournée du board. Vous avez une track ici pour suivre ce qu'on appelle les points d'opportunité, les opportunity points de chaque joueur. Fait que on remarque tout de suite là, j'aime la symétrie aussi dans les jeux. Fait qu'encore là, je me suis payé la traite là. Euh, Opportunity points qui peuvent représenter de manière abstraite les moyens financiers, tu sais, puis d'autres choses. Alors j'ai décidé de donner un petit edge ici aux joueurs loyal qui en a plus pour commencer la game, qui en gagne plus à la fin de chaque tour et qui peut son maximum de points d'opportunité aussi est plus haut. Fait qu'on va voir, là, c'est une ressource précieuse, très précieuse, les points d'opportunité. On va voir comment les joueurs peuvent les utiliser dans d'autres vidéos. À la lisière complètement du board, vous allez avoir trois labels. C'est ce qu'on appelle l'Opportunity Pool, que j'appelais en français l'offre des opportunités. Donc, l'Opportunity Pool, fait qu'on voit patriote, neutre et loyal. Donc, dans la vraie vie, là, le board se finit vraiment ici, là. Alors, l'idée, c'est écrit dans les règles, c'est que l'opportunity pool, dans les faits, il est situé sur la table, juste en dessous du board. C'est là qu'on va venir mettre des cartes, des cartes patriotes, des cartes neutres, des cartes loyales. On va se servir des trois labels pour les classer comme ça. Fait qu'ils sont vraiment à proximité des joueurs qui peuvent en prendre connaissance là, pour. C'est des cartes qu'on peut magasiner puis qu'on peut acheter avec nos points d'opportunité. On va voir les détails plus tard. D'ailleurs, tout comme dans mon jeu préféré de tous les temps, Labyrinthe, je me suis d'ailleurs inspiré de ça. C'est recommandé de jouer à Prelude to Rebellion. C'est recommandé que les deux joueurs s'assoient côte à côte devant le board, là, justement. Ça permet d'avoir un accès facile euh, à l'Opportunity Pool. C'est quelque chose qui a toujours fait capoter mon bon ami Jean-François Tremblay, que je salue au passage s'il est à l'écoute. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime pas la chaleur humaine et qui aime pas quand nos coudes se touchent quand on est assis un à côté de l'autre, là, comme dans les films romantiques. Fait que, anyway, mais c'est ce que je recommande comme designer quand on joue à ça. Bref. Dernière petite affaire que j'ai là, et j'en profite pour dire que dans le module Vassal, fait Poluso, là, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner, là, mais mon buddy Alex nous a designé une petite fenêtre qui représente l'Opportunity Pool où on peut mettre justement des cartes. Là, ça permet là, de mieux gérer là, ce qu'on appelle le real estate de l'écran. Là, tu sais, là, s'il fallait mettre les cartes en dessous, là, ben là, à un moment donné, on se retrouverait avec un écran un petit peu trop gros, peut-être, pour être géré, là, mais ça marche vraiment bien avec une fenêtre à part comme ça de l'Opportunity Pool, là. Mais sachez que dans la vraie vie, quand on joue face à face, on met les cartes là, en dessous du board. La dernière petite affaire, ça c'est pas là aussi, là, c'est une petite encore là, une amélioration, ce qu'on appelle là, du QOL en anglais, le Quality of Life, là. C'est un petit ajout qu'Alex Moore a fait pour permettre d'ajouter facilement des marqueurs de War Readiness dans la boîte. Mais bref, ce qui est vraiment sur le board, là, c'est des espèces de placeholders pour ce qu'on appelle là, les corps de volontaires. Donc, c'est quelque chose qui va devenir là, pertinent, qu'on va parler plus tard là, quand le Rebellious Spirit va arriver à 8 ou plus. Ça fait le tour d'horizon du board, juste pour vous familiariser avec ça, là. La dernière chose qu'on va couvrir dans cette vidéo-là, c'est le setup. Fait qu'encore là, le setup, c'est une des raisons pourquoi j'adore jouer sur Vassal. Euh, le setup, c'est un peu plus loin à mon esprit parce que dans Vassal, vous ouvrez le module, le setup est déjà tout fait. Mais je vais quand même passer à travers les étapes pour ceux d'entre vous qui suivent à la maison et qui auraient le jeu physique ou qui voudraient savoir comment on setup le jeu physique.
Ben, tout d'abord, je vais enlever le cube pour vous le montrer, là. Mais les fameux starting cubes sont indiqués là, par une couleur un petit peu plus foncée de la Mobilization Box. Alors, vous mettez des cubes patriotes et loyaux sur toutes les cases de départ là, qui sont sur toutes les Mobilization Boxes qui sont plus foncées, là. Vous allez venir mettre là, ce qu'on appelle des starting cubes à ces places-là. Là. C'est vraiment le setup de base. Ça représente les comtés qui ont déjà une longueur d'avance là, par rapport à leur support envers une faction ou une autre. Là. Toutes les markers aussi, je me suis assuré là, que là, ce soit clair où est-ce qu'on met le token. C'est clair aussi dans le rulebook. Là, vous suivez là, où mettre les trucs. Fait qu'évidemment, les victory points commencent à zéro. Les points d'opportunité aussi, là, c'est assez clair où commence le marker. Là. Mais si vous voulez pas prendre de chance, suivez le rulebook qui va vous dire ben, placer tel marker sur telle case à telle place. Vous risquez pas de vous fourrer. On prend les 4 decks. Donc, il y a un deck 1834, il y a un deck 1835-36, il y a un deck 1837 et je le répète, il y a un deck générique. Donc, on prend chacun de ces decks-là, on les shuffle pour être prêt à être utilisé. On fait attention de ne pas shuffler dans ces decks-là ce qu'on appelle les fameuses Key Events. Donc, il y a 8 cartes dans le jeu qui sont des Key Events. Elles sont identifiées assez clairement là, sur la banner de la carte là, par une petite mention comme ça, Key Events. Là, dans votre boîte, gardez-les à part si possible. Ces cartes-là ne sont jamais shufflées, ne sont jamais brassées dans aucun deck. On les met de côté au début de la game, puis on va les amener. On va voir là, les détails de la mécanique, là, mais on va les amener dans l'opportunity pool quand le moment va être venu. Donc, il devrait en avoir 8. Là. Fait qu'assurez-vous, là, si vous êtes en train de setuper le jeu physiquement, là, que vous avez là, vos 8 key events. Vous pouvez les disposer comme ça à côté du board. Ils sont toujours face-up, là, ces cartes-là. Là. Comme je disais, il n'y a pas de secret. Ils ne sont pas shufflés nulle part, ne sont jamais distribués dans la main des joueurs. Ils vont arriver dans l'opportunity pool au tour qui est indiqué en haut à droite de la carte. Là. Fait que pour une des rares fois, peut-être, le card number peut nous aider, là, mais ces cartes-là sont vraiment les premières, fait qu'elles ont été numérotées de 1 à 8. Ça peut vous aider aussi à les retrouver, mais encore là, le petit carré noir vis-à-vis la banner, là, c'est unique au Key Events. Les joueurs ont aussi un petit player board. On va y revenir, là, mais le Patriote a son player board La tête à Papineau, que j'ai gardé en français quand même, étant donné l'expression consacrée au Québec. Là, pour ceux d'outre-mer qui écouteraient cette vidéo-là, là, au Québec, l'expression, là, ça prend pas la tête à Papineau. Ça veut dire qu'il faut pas être un génie pour comprendre ça. Là. Fait que ça fait vraiment référence quand même au fait que Papineau était quelqu'un de très instruit et de très intelligent. Là. Fait que là, souvent, on va dire, tu sais, là, pour catcher ça, là, pas besoin d'avoir la tête à Papineau, là, ça veut dire, c'est ça, pas besoin d'être super brillant, c'est quelque chose de relativement simple. Et les privilèges du gouverneur, donc ça, dans le vrai jeu, physiquement, c'est des petits player boards que les joueurs vont garder en avant d'eux autres, là. Puis il y a des marqueurs là, sur ce player board-là, c'est pour ça que j'en parle au niveau du setup. Alors, vous trouvez les marqueurs associés à chaque special action, puis vous venez la mettre au bon endroit, là, prête à être utilisée. On met le fameux 4 VP du War Readiness Loyal euh, dans le War Readiness Box, puis on met les 5 1 VP qui vont peut-être éventuellement aller dans le War Readiness Box qui sont associés au corps de volontaires. Là. Fait que si je le mets là, ça a l'air de ça là, dans le jeu physique. Là. Fait que vous venez mettre ce marker-là ici. Voilà. J'ai probablement. Il y a une coupe de, pas de Easter egg là, dans dans le module, là, mais il y a une coupe de place où si on clique dans le module, Alex Moore, t'es tout fier de me dire ça, il y a une coupe de place où si on clique dans le module, ça rouvre une fenêtre en particulier. Il s'est comme caché des hotspots où est-ce que, comme je pense, si on clique sa face c'est ça, si on clique ces deux faces de Papineau puis de Gosford, qui est le gouverneur de la colonie, ça rouvre les player boards. Fait que, ici, fait que là, c'est probablement ça qui est arrivé. Là, ceux qui se demandent d'où venait cette fenêtre grise-là, là, j'ai cliqué sur quelque chose proche des corps de volontaires. C'est probablement un autre hotspot que seul Alex Moore connaît. Voilà qui est fascinant. OK. Alors,
On va s'arrêter ici pour tout de suite. On a fait bon, une petite intro du jeu, tour d'horizon du board, setup. Fait que voilà, si ça a piqué votre curiosité, si vous êtes, comme on dit, hungry for more, n'hésitez pas à regarder là, pour les autres vidéos de la playlist. Merci encore une fois pour votre écoute.